profond de respect envers quelqu'un qui constitue, selon moi, non pas un exemple, mais l'exemple à suivre pour nous tous, car il a représenté plus que dignement l'Algérie dans plusieurs institutions sportives internationales. Monsieur Al-Arfaoui, Mustapha Al-Arfaoui, bonsoir et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être votre invité, je vous en remercie et je salue en même temps les téléspectateurs. Très bien. Alors, on a pris un café, vous et moi, ça fait pas longtemps, pour préparer cette émission. Et vous m'aviez parlé d'une anecdote que je tiens justement à dire et à commencer avec ça. Vous m'aviez dit, vous étiez à Kigali, c'est bien ça? Oui, à Kigali, oui. Oui, c'est passé quoi? Oui. Oui. Alors, vous aviez raconté votre parcours et à la fin de ça? Oui, à la fin j'avais été invité par la Convention internationale du sport en Afrique à présenter une conférence sur le parcours que j'ai eu à faire depuis le début de mes activités sportives et de dirigeant sportif. Et à la fin de la présentation de toute ma carrière, disons dans le sport, un journaliste s'est levé et m'a dit « Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de garder toutes ces informations pour vous. Nous sommes vos héritiers, vous devez nous laisser un héritage parce que nous voudrions exploiter tout ce que vous avez fait et vous devez écrire ces mémoires. » Alors j'ai répondu que d'accord, j'y penserai, etc. Il dit non, mais alors si vous voulez, on peut vous faciliter la tâche. On vous offre un micro, vous nous racontez toute votre vie telle que vous l'avez fait actuellement et à ce moment-là, nous ferons le livre. J'ai dit bon, je réfléchirai aussi. D'accord. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là que je vous ai invité. Je me dis qu'il est inconcevable pour moi qu'un monsieur Mustapha Al-Arfaoui ne soit pas connu de tout le monde. Je sais que vous êtes très populaire, je l'ai constaté lorsque on s'est un peu baladé dans les rues d'Alger, vous et moi, mais je voudrais que pratiquement tout le monde vous connaisse et suive votre exemple, parce que pour moi, vous êtes réellement un véritable exemple de réussite. Alors, actuellement, que fait M. Mustapha Al-Arfaoui? En tout cas, je sais que vous ne chômez pas parce qu'à chaque fois que j'essaye de vous joindre, vous êtes en déplacement quelque part. Oui, moi, effectivement, je ne chôme pas parce que je considère que, bien que je sois un retraité de la santé publique, j'estime qu'il faut être actif et l'activité permet quand même un entretien physique important. Oui. Et effectivement, je continue à exercer des fonctions de président d'honneur, mais membre du bureau exécutif de la Fédération internationale, membre honoraire du Comité international olympique, et j'ai une activité parallèle également, enfin dans d'autres instances, et notamment dans les Émirats arabes, où il m'a été confié une mission importante, celle de présider un jury d'attribution de prix décerné par l'émir pour les sportifs, et en même temps membre du conseil d'administration de ce prix, un prix très important. Donc effectivement, je ne chôme pas parce qu'il y a plusieurs réunions, et sur le plan africain, je garde quand même des relations, j'ai eu quand même des activités africaines assez intéressantes. Franchement, chapeau. Pour faire tout ça, franchement. On va essayer de parler de vous, mais avant ça, il va falloir attaquer votre programme. Et vous avez choisi une chanson chabi du regretté El Hadj El Hachmi Grouabi. Donc on regarde et on revient juste après. باش نروحوا بعد نقام الحكم علينا ما نفرطوا لكن تصبناك صاحب الترقى وهواوي رجل ظريف عجبتينا بلا لوينا قلت ليهم طب السلواني في الغاري نسميكم بالرقايق نبدا بزوم وظريفه وزينب بتاج الريام أمنا وفضيلة وطهرة ورقية بدر تمام البتول وزهرة صفية غسيف هنية عدت باقت عبسية ولالا مليكة والريم فاطمة العنس رحمة وخيتها حجوبة بالزين والباع صالت حبيبة والكبيرة أم كلثوم الغزال قل هو الله عليكم تبارك الله عليكم كلكم عيني العيال يا رقصوا بيعوا لي وقالوا لي يا الشيخ جزاك الله بخير يا المهر ليد المارين لكن هذا جهد الرواح ننسفوا مع نسيم الصباح
شال العقل وبالي شال العقل وبالي تركوني بغرامهم من كلاوح في البستان ومن الجمعة خرجوا الريام من باج لفاس البالي صرباتي يحيروا العقل يوم الجمعة خرجوا الريام صاعي خود نظام باش تهيج ناس الغرام احفاظي نعطيك سيف ماضي للرقاب الجاحدين به طوع قوم الغشام اللي ما ضركوا معنا ولاد راوي فدا ما سلموا له للإرادة تحت القدام ضربي عليه حتى ينتهى ويسلم للمارين نسلموه بالفايزين عليهم سلام الله ما تريح عطر شاب الورد والزهر والنسرين والياسمين عطر شاب الورد والزهر والنسرين والياسمين احفاظي وسمين بينو قال مبارك ما خفى السوسي عبد الشرطه وطايع الطلبه ووجد الحرار. Quelle interprétation, hein. On oui, ne peut, effectivement. Ouais, on ne peut pas ne pas être fan du regretté El Hadj Hachmi Garoua billah yarhamou. Alors, on va revenir sur le parcours de M. Mustafa Al-Arfaoui. Mais pour nous, il est d'usage dans cette émission d'essayer de connaître un peu plus le personnage. Donc on va replonger dans l'enfance de M. Mustafa Al-Arfaoui. Alors vous êtes né en 1932 à Alger Centre. Quelques années en arrière. Oui, quelques années, juste quelques années en arrière. Alors vous êtes né en 1932 à Alger Centre et hélas vous avez perdu votre papa alors que vous n'aviez qu'à peine 2 années. C'est bien ça? Je ne le connais pas. Oui, vous n'avez jamais connu votre papa. De le connaître, enfin comme... Alors votre enfance s'est passée comment? Bon, vous savez, j'ai un frère de dernier qui est né 40 jours après la mort de mon père. Et nous avions quand même des grands-parents qui se sont particulièrement occupés de nous, et notamment la maman, qui est la poule qui protège tous ses petits. Et nous avons pratiquement grandi chez nos grands-parents maternels. Ah oui. Et avec aussi la couverture, disons, de nos oncles paternels. Oui. Et je dirais que c'est une enfance, bon, nous n'avions manqué de rien tant que nous étions jeunes, mais je commençais à être responsable à partir de l'âge d'une dizaine, 11, 12 ans, disons. Oui. Et puis quand les grands-parents sont partis, c'était un peu plus difficile. Et là, c'est la scolarité, etc. Et ma mère avait une chose, c'est que l'école avant tout. Oui. Quelle que soit la situation dans laquelle on vivait. Tant et si bien qu'à un moment donné, je travaillais pendant les vacances pour avoir un petit peu d'argent. Et j'ai voulu continuer à travailler parce que, bon, à l'époque, vous savez, à 18 ans, bon. Et il n'en était pas question. Elle s'est plainte à mes oncles qui m'ont dit, pas question, tu continues tes études, etc. Et c'est ce que j'ai fait, contraint et forcé, mais je l'ai fait quand même avec... sans regret, quoi. Heureusement, heureusement. Vous l'avez même fait d'une façon très brillante. Alors, à côté justement de l'école, il y a la Médrasa d'Alger qui a beaucoup compté justement pour vous. Absolument, parce que mes 2 oncles paternels étaient interprètes judiciaires à l'époque, et l'un d'eux était décédé, mais le deuxième, j'étais à l'école Saroui, au cours complémentaire Saroui, où j'ai eu l'occasion de faire les 4 années du cours complémentaire. J'ai passé mon brevet d'études du premier cycle du second degré à l'époque, et mon oncle m'a dit, tu vas aller à l'école, tu vas apprendre l'arabe, fi Jama' Sidi Ramdan. Comme professeur, on avait M. Maloufi, et les jeudis et dimanches, on allait là-bas pour suivre des cours d'arabe, et je lui ai dit pourquoi? Pour préparer un concours d'entrée à la Médersa d'Alger. Très bien. Et il voulait absolument que je fasse peut-être l'interprétariat, comme ils l'ont fait, pour garder un petit peu
cette vie d'interprète. Et puis, j'avoue honnêtement qu'il me restait 3 ans pour passer le baccalauréat. Et je lui ai dit, mais écoute, je viens de passer mon BEPC, et elle m'a dit ça, je dois recommencer à partir de la 6e, c'est-à-dire je perdais 4 années. Il me dit, oui, mais tu ne le regretteras jamais parce que l'avenir de l'Algérie, c'est l'arabe. Comme ça. Ouais. Et je me souviens très bien de ces paroles. Ouais. Et bon, contraint et froissé, mais je me suis dit, quand même, je ne veux pas perdre mes 4 ans. Vous savez, bon, à cet âge-là, on est un petit peu têtu. Et j'ai essayé de tout faire pour ne pas réussir le concours d'entrée. Parce qu'il y avait un concours. Oui, c'était sur concours. Et puis, je me souviens d'une anecdote au passage avec mon professeur de mathématiques qui était M. Abdeslam, qui m'avait demandé de réduire au même dénominateur de fractions. Et puis, j'ai fait semblant de ne rien comprendre et je cherchais. Puis, à un moment donné, il me dit, pour quelqu'un qui vient de passer son brevet, son BEPC, comme il le dit, c'est surprenant. Ouais. Bon, mais d'accord, merci. Et c'est tout. Ouais. Alors je me suis dit, c'est pas la peine de te casser la tête, tout le monde sait que tu as passé ton BEPC, alors c'est pas la peine de... Et c'est comme ça que j'ai repris mes études, mais je ne l'ai jamais regretté, parce que ça a été une double culture, et c'était très bénéfique, très profitable. On avait toutes les matières en français, plus des matières en droit musulman, littérature arabe, grammaire, syntaxe arabe, etc. C'était vraiment extrêmement enrichissant, tant et si bien qu'on pensait à l'indépendance, puisque Ben Hamida Abdelrahman, qui était aussi médecin, était ministre de l'Éducation nationale. Nous étions heureux, nous nous sommes dit, ça y est, ça va être le... Ouais. Bon, enfin. Oui. Et là, vous me tendez justement la perche pour parler. Alors, vient l'indépendance. Oui. Est-ce que le jeune que vous étiez et toute la jeunesse algérienne réalisait vraiment c'était quoi l'indépendance? Ah ben, c'était l'euphorie générale. Vous savez, moi je me souviens, j'étais à l'époque, quand je présentais ma carte d'identité, je trouvais anormal que, comme nationalité, j'étais français musulman. Oui. Et musulman, et j'ai même dit une fois avec un policier, je m'étais accroché, qui contrôlait ma carte d'identité, je lui ai dit, mais écoutez, musulman c'est une religion, c'est pas une nationalité. C'était un petit peu la réaction qu'on avait. Bon, c'était l'euphorie générale, et nous étions très heureux de nous voir indépendants et profiter de la liberté. Eh bien, très bien, on va parler de l'après-indépendance justement, mais avant cela, vous avez choisi de rendre hommage à quelqu'un qui a marqué l'histoire de la télévision algérienne et qui était plus connu pour une émission de santé qu'il animait à l'époque, c'est M. Mustafa Abada, Allah yarhamou. Donc on va juste regarder un petit extrait de l'émission Tabib L'Aïla à l'époque, animée par Mustafa Abada, Allah yarhamou. والأخوات مساء الخير. كما وعدناكم في الحصة الماضية أننا سنعود للحديث عن بعض النصائح الهامة بالنسبة للمرأة الحامل. هذه النصائح وهذه الإرشادات في الحقيقة هي بسيطة وسهلة وتستطيع كل امرأة حامل باش تقدر تطبقها بدون صعوبة. نحاول باش نتعرف على في هذه الحصة على هذه النصائح، وإذا كان بلا شك أن المرأة طبقت هذه النصائح وهذه الإرشادات بلا شك أنها ربما تنقذ حياتها وتنقذ الطفل نتاعها. على كل معنا في هذا الحصة اللي باش نتعرض إلى هذه الإرشادات وهذه النصائح الدكتور محمد الشريفي، أستاذ مساعد، والسيدة الأستاذة نفيسة لاليام، طبعا اللي كنا شفناها مع بعض في الحصة اللي مضات، والدكتور مصطفى أبو حاجي أستاذ مساعد كذلك. إذن كما قلت نحاول مع الإخوة المختصين باش نتعرف على بعض الأخطار اللي تهدد المرأة الحامل، وبلا شك أنها أخطار كثيرة، وعندما نقول تهدد المرأة الحامل فهي بالتالي تهدد الطفل الصغير أي الجنين. Voilà. Alors, des émissions comme celle de Mustafa Abada Allah yarhamou étaient très importantes, M. Al-Arfaoui, surtout qu'à l'époque, l'analphabétisme régnait, et du coup, il y avait pas mal de maladies qui pouvaient se révéler fatales juste par ignorance, justement, des gens, donc il fallait les sensibiliser.
C'était une émission très positive et qui était particulièrement suivie. Et effectivement, on apprenait beaucoup aux citoyens, aux communs des mortels, comment faire face à certaines annonces de maladies difficiles. Oui. Très bien. Alors, d'abord, ça nous a permis de rendre hommage à M. Mustafa Abada, Allah yarhamou, et puis de parler de vous, parce que justement, Mustafa Al-Arfaoui a été intimement lié au secteur de la santé. Absolument. Donc juste après l'indépendance... Juste après l'indépendance, le professeur Iloul, Allah yarhamou, qui faisait partie de l'équipe de la zone autonome, etc., m'a proposé d'être... Enfin, m'a décidé, il n'y avait pas de proposition, et puis il n'y avait pas de choix. M'a dit, il m'a fait désigner par la direction de l'exécutif provisoire à l'époque, le directeur de l'hôpital Parnay. Et je me suis retrouvé directeur de l'hôpital sans rien, sans médecin, sans rien. Il y avait deux jeunes médecins qui étaient étudiants qui étaient là. C'est Malik, c'est Abdelrahim, Kamal Abdelrahim, qui était pneumophysiologue. Et les deux ont commencé avec nous. Mais après, on a eu une équipe médicale yougoslave complète, etc., qui a pris en charge tous les malades qu'il y avait dans l'hôpital. Et j'ai commencé comme directeur d'hôpital à Parnay, donc à Hussein. Au mois d'août 62. Après Parnay, vous êtes parti Alors, je suis resté à Parnay jusqu'en 71. En 71, j'ai été promu comme directeur général au CHU de Constantine, où l'ancien wali d'Alger, Mohamed Diallah, a été nommé aussi directeur. Donc, c'est pas parce qu'il est parti là-bas, mais je l'ai retrouvé là-bas. Et j'ai pris la direction générale du CHU de Constantine et j'ai retrouvé des médecins qui venaient de Parnay, qui ont été formés, qui ont été promus et qui se sont retrouvés à Constantine. Ce qui fait que je ne me retrouvais pas un petit peu étranger à Constantine. Mais comme j'avais la maman qui était restée à Alger, je voulais absolument revenir à Alger. Et j'ai passé pratiquement 2 ans et demi. J'étais dans des conditions extraordinaires, excellentes, une population extraordinaire. On a fait quand même un petit travail positif. Et après, quand vous êtes revenu à Alger, vous avez... Je suis revenu à Alger comme sous-directeur des hôpitaux de la wilaya d'Alger. Et puis j'ai été promu plus tard directeur de la santé de la wilaya d'Alger en 84. Très bien. Et vous aviez également occupé un poste de vice-président à l'Assemblée populaire du Grand Alger. Oui, la première Assemblée populaire entre communale. 67 et 71. 67-71, un mandat de 4 ans. Nous avions, c'était une très bonne organisation, je dois le dire, même avec du retard. Il y avait le conseil, c'était pas le conseil populaire, c'était l'Assemblée populaire communale du Grand Alger. Voilà. Avec un comité exécutif qui était constitué d'un président qui était le professeur Montouri, Bachir, Allah yarhamou, qui était chef de service de chirurgie à Mustapha. Et puis 6 vice-présidents. Et il y avait à l'époque 12 arrondissements. Très bien. Et il y avait un maire par arrondissement. Et le comité exécutif, le conseil exécutif de l'époque, se réunissait régulièrement pour prendre connaissance des problèmes qui se posent dans les arrondissements. C'est lui qui chapeautait. C'est lui qui chapeautait tout le fonctionnement de l'APC du Grand Alger. Ensuite, bon, quand l'APC a disparu, il y a eu le conseil populaire ensuite. Très bien. Alors maintenant, on va revenir au volet sportif. Oui. La pratique du sport, pour M. Mustafa Al-Arfaoui, s'est faite très jeune. Oui. Oui. Alors, bon, très jeune, j'avais un oncle qui s'occupait de gymnastique, qui m'a fait faire de la gymnastique, mais pas longtemps. Mais j'avais un autre oncle, c'est Mohamed Bastarzi, qui s'occupait du basketball notamment. Et le Mouloudia d'Alger était une grande équipe de basket et qui gênait un petit peu beaucoup d'autres clubs. Oui. Et donc je suis allé vers le basket parce que j'étais un petit peu grand de taille, etc. À l'époque, c'était important. Et j'ai commencé à pratiquer le basket au Mouloudia. Et bien entendu, bon, j'ai fait ma carrière là-bas. Et pour revenir à l'indépendance, donc, disons occasionnellement, j'ai eu à faire du water-polo. Je suis un enfant qui a vécu à Bologhine, donc la mer était juste à côté. Un enfant de la mer. Et il y avait quand même une atmosphère un petit peu gênante pour l'équipe de water-polo du Mouloudia. Et la Ligue, à l'époque, une Ligue française, a essayé pratiquement d'éliminer tous les joueurs par des suspensions, etc., pour éliminer le club du championnat. Et le club tenait le coup. On nous a dit, vous allez faire du water-polo. Même si vous ne savez pas pratiquer le water-polo, vous allez... Bon, on pratiquait un petit peu le water-polo, bien sûr. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au water-polo, occasionnellement. Oui.
Et puis à l'indépendance, notre dirigeant, c'est Abdel Mahmoud, qui était notre dirigeant dans l'équipe de basket, il faisait partie aussi de la zone autonome, chargé du sport. Et il est venu vers moi, il m'a appelé, il m'a dit tu vas créer la Ligue d'Alger de natation. J'ai dit mais moi je fais partie du basket, plus que de... Non, le basket, il y a déjà quelqu'un que je connaissais. Il fallait quelqu'un d'autre. Oui, et j'ai dit effectivement, il passe avant moi, et c'était mon aîné, etc. Il me dit bon... Et effectivement, je connaissais tous les gens du Mouloudia, alors il nous a dit, maintenant, tu connais tout le monde, vous allez créer la Ligue. C'est comme ça que nous avons créé avec Farid Aoubi, Djadon Omar, Mustafa Khargi, tout ça, c'est des anciens du Mouloudia. Et nous avons créé notre Ligue d'Alger. Nous avons forcé les portes, c'était à la rue Ben Midi, du local de la Ligue française de natation à l'époque, de la Ligue d'Alger. Nous avons forcé les portes, nous avons pris possession des locaux, la jeunesse aidant, relativement jeunesse. Nous avons pris possession des locaux et nous avons commencé. On s'est mis en rapport avec Constantine et Oran pour créer aussi des ligues. Ça s'est fait rapidement et on a créé notre fédération en 1963. Nous avons créé la Fédération algérienne de natation. Voilà comment est née la Fédération algérienne de natation. Alors, il y a eu une succession de création de pas mal de choses. Alors, en même temps, d'autres fédérations s'est créées, effectivement. Est-ce que, justement, le fait que vous ayez eu une carrière de gestionnaire dans les hôpitaux vous a aidé, justement, à mettre justement ça au profit du sport? Énormément, oui. Et effectivement, là, quand on avait créé toutes ces fédérations, vous savez, c'était 63. On avait 64, on savait qu'il y avait les Jeux Olympiques à Tokyo. Alors, pour participer aux Jeux Olympiques, il fallait avoir quand même un comité olympique, etc. Alors là, avec un docteur Maouchallah, la Fédération de football, aussi Abdoun était également à la Fédération de football. Donc, on s'est dit, bon, peut-être qu'il est bon de créer le comité olympique. C'est ce que nous avons fait. En novembre 63, nous avons réuni tous les présidents de fédération qui étaient là, et nous avons créé le comité olympique algérien. Dont et nous avons pu participer au Et j'ai été secrétaire général, si Mohamed Maouch le docteur Maouch était président. Et on avait l'objectif 64. Mais on n'avait pas d'athlète représentatif pour Vous Tokyo. aviez fait appel à M. Zahari. Et on n'était pas encore reconnu par le comité international olympique. Donc il fallait la reconnaissance d'abord du comité international olympique, ce qui a été fait à Innsbruck en 64 aux Jeux olympiques d'hiver. Le docteur Maouch et moi, nous sommes allés à Innsbruck, nous avons insisté pour avoir notre reconnaissance, ce qui a été fait. Et puis il fallait trouver un athlète. Alors j'avais connaissance d'un athlète qui était champion de France, c'était Zahari Mohamed, qui est yéménite. Et je lui ai envoyé une lettre, d'ailleurs, qu'il a gardée précieusement parce que j'ai vu l'original de cette lettre. Il m'en a parlé. Et il me l'a montré. Et dans laquelle je lui ai dit, mais on sait que tu es sélectionné dans l'équipe de France, que tu es champion de France, mais nous te proposons de représenter l'Algérie. Sa réponse a été immédiate, il a dit oui tout de suite. Et nous sommes allés à Tokyo. En 64, donc pour assister et participer aux premiers Jeux olympiques de l'Algérie. Et là, justement, nous allons parler de votre parcours sur le plan international. Mais avant cela, on va juste regarder quelques images de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, justement, qui se sont déroulés à Los Angeles, et c'était en 1984. Je m'en souviens encore, c'était une cérémonie extraordinaire, parce que c'était les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et puis, le choix s'est porté aussi sur les JO de 84 parce que c'était les Jeux où nous avions remporté nos premières médailles aux Jeux Olympiques. C'était avec Moussa et Zawi. Voilà. Donc, avant de revenir justement aux JO de 84, parlez-nous un peu de vos débuts justement sur le plan international. Bon, mes débuts sur le plan international, vous savez, déjà en 64, je me suis dit, bon, nous on débute, donc on a beaucoup de choses à apprendre. Il nous faut quand même nous enrichir de l'expérience des prédécesseurs, et notamment nos voisins, la Tunisie et le Maroc. J'ai pris contact avec eux, je me suis informé, et nous avons créé, je veux dire, nous avons eu l'idée d'avoir une union maghrébine. Et la première union maghrébine est une union sportive, c'est celle de la natation. Tout à fait. En 63, j'avais rencontré Si Mohamed Mzadeh, qui était à l'époque chargé des sports et qui est devenu par la suite ministre et premier ministre en Tunisie, vous le savez. Il y avait Si Mahmoud Chahata en Tunisie. Au Maroc, j'ai rencontré Mohamed Ben Jelloun, qui était au comité international olympique. Enfin, on a créé notre entité natation. Et j'ai beaucoup appris avec eux. Et nous avons donc eu nos premiers championnats maghrébins en 64 à Tunis.
une fois que nous avons dépassé le stade maghrébin, mais je dois vous dire qu'auparavant, on avait participé aux Jeux de l'amitié à Dakar, Oui. en tant qu'Algérie. Et c'était nos premiers Jeux, là où nous avons pris contact, et nous avons déjà, à l'époque, projeté de créer une union africaine. Et bon, nous avons commencé, disons, par l'Union maghrébine, et puis donc on s'est retrouvés avec nos amis africains, on s'est dit, nous allons créer la Confédération africaine de natation. Cela s'est fait, c'est réalisé en 1964, oui. Non, pas 64, Ouais, putain, 70, pardon. D'accord. L'idée est venue en 75. Oui. En 70, nous l'avons constitué au Caire, et j'en ai été le premier vice-président, et nous étions une dizaine de fédérations. Et bon, j'ai eu l'honneur d'être vice-président, premier vice-président. Et nous avons mis comme président un Égyptien qui était un ancien champion de natation, etc., Damel Dashtouni, qui a été aussi membre du CIO. Mais en 1974, on m'a dit qu'il n'était pas content de la gestion. On m'a demandé d'être président. Alors, ce qui fait que j'ai pris la présidence en 1974. Très bien. Et une présidence que j'ai gardée jusqu'au jeu de Maputo en 2011. Pendant des années, sans jamais avoir de concurrent. Enfin, on m'a toujours demandé de continuer, quoi. Oui. Ça, c'est sur le plan africain. Et en tant que, disons, comme j'étais président africain, je me suis dit, bon, mais nous devons quand même pénétrer la fédération internationale. Et ça, c'était déjà en 70, j'étais vice-président. En 72, j'activais beaucoup pour exclure l'Afrique du Sud de la fédération internationale, parce qu'il y avait deux fédérations internationales. On en parlera tout à l'heure, justement. Oui. Et je me suis retrouvé donc membre du bureau de la Fédération internationale de la Fédération internationale en 72 à 76. Oui. 76, beaucoup de collègues, enfin j'activais politiquement un petit peu parce que je voulais avoir un pouvoir au sein de la Fédération internationale. J'ai pu avoir ce pouvoir. En 76, on m'a proposé d'être vice-président. Oui. Bon, je me suis retrouvé vice-président et par la suite, bon, quelques temps après, on m'a proposé d'être président. Bon, alors ça, c'était en 88. Alors en 88, et c'était le président en exercice, l'américain, qui vous a... Absolument. Parce que alors racontez-nous un peu comment ça se passe. Alors je vous raconte un petit peu l'anecdote parce que nous avions pour moi, vice-président, c'était le top, quoi, le sommet pour moi. C'était déjà peut-être quelque chose dont vous ne rêviez jamais, tout à fait. Même pas un millième de seconde l'idée d'être président de la Pour un pays qui n'est pas connu dans le domaine de la natation. Absolument. C'est ce qui est étonnant. Et puis en 86, nous avions les championnats du monde de natation à Madrid. Et le président, qui était un Américain, parce que chaque président faisait un mandat. Et ça, depuis 1908. Oui. Tous les 4 ans, c'était un nouveau président. C'était les statuts. Oui. Il y a eu des tentatives de changer, ça n'a pas marché. Puis en 86, on était au championnat du monde de natation à Madrid. Il m'invite à dîner. Je dis, bon, un plaisir, on se retrouvait face à face. Et il me dit, qu'est-ce que tu penses du prochain président Je lui dis, tu sais, moi j'ai une idée. Et j'aimerais que tu continues, parce qu'on avait bien travaillé ensemble. Oui. Il m'avait associé. Et je lui ai dit, on aimerait que tu fasses un deuxième mandat. Et on change les statuts. On va changer les statuts, on va mettre 2 mandats consécutifs. Comme ça, tu pourras faire un deuxième mandat. Il était en même temps président du comité olympique américain, vice-président du comité international olympique, avocat. Et il me dit, non, même si les statuts changent, je sais que tu peux les faire changer, mais je ne pourrai pas. D'accord. Absolument impossible. Je lui dis, bon, alors, dis-moi qui tu veux proposer, je te donnerai mon sentiment. Il me dit, oui, mais j'ai une idée. Je lui ai dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui est candidat, mais je ne suis pas favorable et je voterai contre. Il me dit, oui, je sais. Mais moi, j'ai une idée, mais je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Je lui dis, mais propose-moi, tu me connais, je te dirai franchement. Il me dit, toi. Non. Ma réponse immédiate a été, non, plaisanterie mise à part, soyons sérieux. Il me dit, je suis sérieux. Alors je lui dis, non mais écoute, moi j'ai un travail, et c'est pas rémunéré, j'ai besoin de mon salaire pour ma famille, etc., j'ai des enfants. Il me dit, non, mais je te laisse le temps, mais j'aimerais que tu me donnes une réponse rapide. Quand tu rentres, tu peux. Bon, quand je suis rentré en Algérie, on a discuté un petit peu, je ne m'étendrai pas sur les détails. Puis quand je suis rentré en Algérie, j'ai dit au ministre de la Jeunesse et des Sports, au ministre de la Santé, voilà ce qui se passe, etc. Il faut y aller. La bien sûr, une position pareille, c'est pas négligeable, il faut y aller.
Et bon, on a trouvé les moyens administratifs pour me permettre de rester parce qu'il me fallait être disponible pour la Fédération internationale. Et j'ai été candidat. Mais entre-temps, l'Européen était toujours candidat. C'était en hollandais. C'était en hollandais. Il est venu me dire, écoute, tes chances sont minimes, l'Algérie, l'Afrique, la natation, c'est pas... Ouais. Alors, si tu veux, tu me laisses cette fois, et la prochaine fois, c'est moi qui te soutiendrai. J'ai dit, mais tu sais, dans 4 ans, je serai toujours le même, algérien, africain, je ne changerai pas. J'ai dit, bon, c'est une compétition, allons à la compétition, si tu gagnes, je serai. Et puis je me suis dit, bon, j'avais avec moi, enfin, les 4 continents, sauf l'Europe, bien sûr. Sauf l'Europe, bien sûr. Et je me suis dit, bon, l'Europe, il faut que j'essaie quand même de voir comment on peut faire. Et comme on avait de l'entité méditerranéenne qui était là, je me suis dit... Vous avez joué sur ça? Alors j'ai joué sur ça, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une confédération méditerranéenne de natation? C'est ce que j'ai fait, l'idée m'est venue, je me suis mis d'accord avec beaucoup de pays, et nous avons créé... En 88, la Confédération méditerranéenne de natation, qui était la première confédération méditerranéenne. Oui. Et certains les pays, méditerranéens, alors aux élections... des pays européens vous ont également soutenu. Les pays méditerranéens de l'Europe m'ont donné leur voix. Si bien que quand nous sommes allés aux élections en 88, en Corée du Sud, à Séoul, les résultats étaient 130-30. Ouais. Donc les 30, alors sur 50 pays européens, donc il y avait la Méditerranée qui a voté pour vous. Et c'est là que ça a commencé. Et vous êtes resté à la tête de cette fédération internationale jusqu'en 2009. Oui. Et à chaque fois, on changeait les statuts pour vous permettre de rester. Et, et je sais aussi que personne n'osait se présenter contre vous. Absolument. Ce qui est incroyable. En 88, quand j'ai été élu président, donc ma mission se terminait en 92. Oui. Et je m'apprêtais donc à libérer. On avait un programme que j'avais tracé avec tous les collègues. Je raconterai une anecdote aussi à propos du congrès, parce que quand, après les élections, il fallait faire un petit speech pour remercier les congressistes qui m'avaient donné confiance. Et je leur ai dit, vous savez, dans mon pays, on dit qu'on ne peut pas applaudir d'une seule main. Il doit d'en mettre ça. Les gens se demandaient, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, tout seul, je ne peux rien faire. Donc nous sommes obligés de travailler tous ensemble. Et c'est resté dans la... On ne peut pas applaudir d'une seule main. Et donc en 92, à Barcelone, on terminait le mandat. On est venu me dire, non, on va changer les statuts. Les Américains ont initié l'idée... Les Américains qui sont une grande nation de la natation. Une grande nation de la natation. Qui ont un poids... Ils disent, non, Mustapha, tu vas continuer, on va changer les statuts, on va mettre deux mandats. J'étais seul candidat, donc j'ai été réélu. Et puis, arrivé à la fin du deuxième mandat, donc de 92 à 96, on me dit, non, on va supprimer la règle. Pas de limitation de mandat. Pas de limitation. Alors j'ai été réélu en 96, en 2000 à Sydney. Et à Sydney, on avait changé les statuts parce qu'on a dit on fera des congrès à l'occasion des championnats du monde, puisqu'on avait amélioré le programme. On avait un championnat du monde tous les 4 ans. Après, maintenant, on avait un championnat du monde régulièrement, tous les 2 ans, etc. Alors on me dit, non, on va supprimer la règle en 2000. Alors ce qui fait, le mandat a duré de 2000 à 2005. Un mandat exceptionnellement pour retomber sur nos championnats du monde pour les congrès. Donc j'ai fait 2000-2005, et 2005, bon, j'ai été encore reconduit une 5e fois, jusqu'en 2009. Mais il me restait 2 choses que je n'avais pas réalisées, disons, durant tout le programme. J'avais promis d'augmenter le nombre de compétitions pour avoir beaucoup plus de recettes, pour prendre en charge les pays qui n'avaient pas les moyens d'être présents au championnat, pour prendre en charge les athlètes pour leur voyage et leur séjour. Ça, nous l'avons réalisé en 2007 au championnat du monde de Melbourne. Ça a été un grand succès. Au programme olympique, il y avait beaucoup de disciplines qui n'étaient pas au programme olympique, et il n'y en avait qu'une que je ne suis pas arrivé à faire entrer, c'était le marathon en natation de 10 km, longue distance. Et j'ai pu l'obtenir en 2008 aux Jeux Olympiques de Berlin. Et donc tout ce que j'avais promis, je l'avais réalisé. En 2009, je leur ai dit maintenant... C'est bon. Merci, et je dois... J'ai droit à un peu de repos. Alors on me dit, mais justement, maintenant, tu vas profiter de... J'aurais dit, non, terminé, maintenant, il faut céder la place à des plus jeunes, vous avec de nouvelles idées. Très bien. Alors, très rapidement, M. Mustapha El Arfaoui,
Est-ce que c'est très important pour un pays d'avoir des gens qui représentent ces pays dans les institutions internationales, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de travail de coulisses, de lobbying? Énormément. C'est les coulisses, oui. Vous savez, ce qui est important dans ce genre moi, je disais, par exemple, on était 10 fédérations africaines qui ont créé la Confédération africaine. Oui. Aujourd'hui, nous sommes 54 fédérations. Oui. Et je disais à chaque réunion des Africains, je vous cours après pour vous demander de vous donner des stages, etc. Oui. Vous voyez un petit peu le... Oui. Bon, mais je peux dire quand même que nous avons réussi pas mal d'opérations, de formation, et maintenant quand même l'Afrique est... Très bien. Alors, on va justement regarder quelques images de Hassiba Boumelka. Pourquoi Hassiba Boumelka? Oui, 92. Oui, c'était à Barcelone, et c'était la première médaille d'or de l'Algérie au JO. Vous l'avez vécu, vous y étiez. J'étais présent, oui, oui. Comment on vit la première médaille d'or? Je ne peux pas vous le décrire parce que c'est des sentiments extraordinaires qu'on ressent. On ne se sent plus. Oui. On ne se sent plus pratiquement, on devient pratiquement... incontrôlable. Vous qu'on voyez souvent remettre des médailles justement à d'autres athlètes, pour une fois, vous voyez qu'il y a un athlète algérien justement qui... Ah oui, enfin, on a eu l'occasion. Alors, on va parler très rapidement du sport national. C'est pas vraiment le but, hein. Moi je voulais que les gens découvrent M. Mustapha El Arfaoui, mais je vais profiter justement de votre expérience. On a eu pas mal de médailles, hein. On a eu Hassiba Boumelka, il y a eu les Morsli, les Mkhloufi, les Benida Merrah, il y a eu des médailles en judo, en boxe, avec Sultani Allah Yarhamou et tout. Absolument. Très très honnêtement, M. Mustapha El Arfaoui, est-ce que c'est déjà pas mal pour un pays comme l'Algérie, ou est-ce qu'on aurait pu faire mieux justement? On peut faire beaucoup mieux. Pétition, l'émotion est très grande. Et je me souviens de toutes ces médailles dont vous avez parlé, celle de Benida à Sydney, celle de Hassiba à Barcelone. Celle de Benida Merrah, pour moi, hein, à mon avis, était très belle. Pourquoi? Parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Absolument pas. Hassiba Boumelka et Morsli, ils avaient des titres déjà au niveau de la Fédération internationale. Ils avaient vraiment dominé la discipline, donc à la limite c'était prévisible. Largement dominé. Oui, largement dominé. Alors que Benida Merrah, franchement, c'était la surprise. Oui, la grande surprise, effectivement. Et pour vous, justement, parce que pas mal de disciplines, pour ne pas dire toutes les disciplines algériennes, justement, sont pratiquement en crise, qu'est-ce qu'il faut pour relancer le sport algérien d'une manière générale? Est-ce qu'il faut miser sur certaines disciplines comme le judo, la boxe, l'athlétisme? Oui, absolument. Oui. Ça j'ai eu l'occasion de le dire. Il y a des disciplines, comme on dit, porteuses. Oui. Bon, il faut donner le maximum de moyens à ces disciplines parce qu'elles apportent des résultats. Pour ne pas se disperser, quoi. Et pour ne pas se disperser, et puis développer en même temps, parallèlement les autres disciplines, donner des moyens de développement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les développer, au contraire. Tout à fait. Et puis, on parle d'un principe, nous avons un ministère de la jeunesse et des sports. Oui. Donc, pour faire du sport, il faut être jeune. Oui. Donc il faut s'occuper de la jeunesse, de cette jeunesse. Justement, vous m'aviez dit ça justement, et c'est très très pertinent. Oui. Vous m'aviez dit, le ministère de la jeunesse et des sports, c'est d'abord un ministère de la jeunesse. Oui. Et on a tendance parfois à l'oublier. Et on va creuser. Et creuser où? Avec le sport scolaire aussi. Le sport scolaire, c'est le creuset. C'est là où on doit puiser les futurs champions. Oui, c'est le vivier. Et tant qu'on ne met pas tous les moyens nécessaires à ce niveau-là, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats. C'est des résultats exceptionnels, hein, c'est ce qu'il y a eu. Mais on peut obtenir beaucoup plus de résultats avec une politique sportive. Oui. Il faut une politique sportive. Quels sont les objectifs à moyen terme, à long terme, etc. Oui. Et c'est en se fixant des objectifs qu'on peut... on sait ce qu'on doit faire. Tout à fait. Et puis l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas négliger les moyens qui existent alentour. Il y a des pays qui sont développés dans certaines disciplines. C'est avec ces pays que nous devons nouer des relations. Vous savez, c'est très facile. Hein. Oui. Moi, je me souviens, par exemple, pour Sydney, j'étais président du comité olympique à l'époque, j'ai vu mon collègue à Sydney, je lui ai dit, écoute, tu vas organiser le jeu, moi j'ai l'athlétisme qui est porteur, on va t'envoyer des athlètes en stage pendant 2 mois, 3 mois, tu les prends en charge, tu te débrouilles. Oui. Et on arrive à réaliser des choses extraordinaires. Vous savez, il y a des moyens techniques aujourd'hui super développés. Et puis le relationnel aussi a justement son importance, et avoir des gens comme vous à l'époque dans les institutions internationales. Très facile. Vous savez, les fédérations internationales
internationale toujours disponible à l'époque. Très bien. Alors, je vais m'excuser auprès de vous parce que d'habitude, je fais passer pas mal de séquences et je laisse respirer mes invités, alors que vous, je vais vous exploiter au maximum. Je suis vraiment désolé. Je sais que vous êtes fan de Rwiched, donc on va voir juste une petite séquence comme ça de Rwiched, histoire de souffler un peu et de revenir. Donc, Rwiched dans le rôle de Hassan Tero. Voilà, j'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps. Oui, parce qu'on ne se lasse jamais de regarder Rwiched, surtout dans le rôle de Hassan Tero. Mais bon, je veux toujours profiter de votre présence sur notre plateau. Alors, vous avez aussi intégré le CIO, le Comité international olympique. En 1995. Oui. Et ça s'est passé comment? Le président Samaranch, qui était à l'époque à la tête du CIO, m'a appelé et m'a demandé d'entrer au CIO parce qu'il avait obtenu l'autorisation de placer des présidents de fédérations internationales comme membres du CIO. Et il m'a proposé d'être membre du CIO. Alors je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas parce que 95 et mon mandat se terminait en 96 à l'époque. Oui. Je lui ai dit je ne veux pas être membre du CIO pour un an. Il m'a dit non, les statuts vont changer, tu vas être réélu. Je lui ai dit en principe, mais il faut attendre le congrès. Il me dit non, de toutes les façons, si ça doit te rassurer, même si tu n'es pas réélu, je te garderai à titre personnel. Bon, je lui ai dit bon, dans ce cas, je ne peux pas refuser. Ce qui fait que l'Algérie a eu le privilège d'avoir 2 membres du CIO à l'époque, avec ses exceptionnellement, oui. Très bien. Alors, il y a aussi l'UXA. L'UXA, oui. Quand l'UXA a été créé en 83, M. Tessema était président de la Confédération africaine de football à l'époque. Il était président. M. Lamine Diack était le premier vice-président. J'étais le second. Mais le président Tessema est décédé en 85. En 87, donc, Lamine Diack a assuré l'intérim en tant que premier vice-président. Et en 87, on m'a demandé d'être candidat, alors que Lamine Diack était déjà candidat. Oui. Il y a eu une grande pression sur moi pour être candidat. J'ai été candidat, bon, j'ai été élu. J'ai gardé la présidence de 87 jusqu'en 2011. Vous n'avez jamais perdu une élection, M. Mustafa Al-Arfaoui? Non. Impressionnant. Alhamdulillah. Alors, je vais vous montrer un tout petit spot comme ça. Je vous dirai pourquoi, parce que c'est très important. J'ai perdu une élection, pardon. Celle de l'UXA. Maintenant, je n'ai pas perdu, je me suis retiré. Ah, vous êtes retiré, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Alors, on regarde juste ce spot, très rapidement, je vous dirai pourquoi juste après. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Très bien. Alors, c'était juste pour parler de la noblesse dans le sport. Est-ce que le sport est aussi noble de nos jours qu'il a été avant, ou est-ce que justement, quand on entend ces scandales liés à l'argent souvent, on se dit, est-ce que le sport justement a perdu les valeurs qui devraient être les siennes? Vous savez, tout à l'heure, nous avons parlé de sport, nous avons dit qu'il n'y avait pas de moyens, il y avait des résultats. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Mais il n'y avait pas de problème quand le sport était amateur. Oui, alors, il se trouve que malheureusement, par l'introduction de l'argent dans le sport, ça a gâché toute la situation. On se retrouve devant des scandales. Bon, je passe sur les scandales, mais je veux dire que même au plan de l'athlète, si vous voulez, à l'époque, l'athlète était amateur. On faisait ça par plaisir, etc. C'est ça. Aujourd'hui, le sport n'est plus amateur. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes. L'athlète doit s'entraîner en permanence. Donc, c'est pratiquement un emploi. Il y a des firmes derrière. Il y a des firmes derrière, le sponsoring. Et il se trouve que le mot amateur a disparu de l'intitulé des fédérations. Nous avons été à la Fédération internationale de natation, qui était Fédération internationale de natation amateur. Nous avons supprimé le mot amateur, parce qu'on n'était plus amateur. On voyait les athlètes qui recevaient de l'argent, des prix, etc. Et ça a un petit peu gâché le sport, et le sport n'est plus amateur. Maintenant, c'est le professionnalisme. On n'utilise pas le mot sauf dans certains sports, mais d'une manière générale... Et vous aviez milité justement contre l'un des fléaux qui gangrène justement le sport, qui est le dopage. Et vous m'aviez dit récemment, hier vous aviez croisé quelqu'un, alors racontez-moi... Quelqu'un qui est venu me dire, vous êtes M. Al-Arfaoui? Je dis oui, il était content de me saluer. J'étais aussi plus que content, j'étais ravi et très touché par cette attention. Il m'a dit, mais moi je me souviens d'une déclaration que vous avez faite il y a quelques années sur le dopage. J'ai dit, il a quand même pas mal d'années. Je dirais, il y a plus de 5 ans. Là. Il me dit, vous avez déclaré ceci. Et il m'a rappelé textuellement
Qu'est-ce que j'avais déclaré à l'époque? J'étais membre du conseil de fondation et du bureau exécutif de l'Agence mondiale antidopage. Et j'avais fait une déclaration dans laquelle je disais notamment que la lutte contre le dopage est une guerre. On gagnera certainement des batailles, mais nous ne gagnerons jamais la guerre. Pourquoi? Pour des raisons très simples. Parce que les laboratoires, il y a deux catégories de chercheurs. Il y a des gens qui recherchent les produits dopants et des gars qui cherchent des produits qui dopent, mais qu'on ne peut pas déceler. Et ils ont toujours une longueur d'avance. Quand on découvre un produit, il y a déjà un autre qui circule. Tout à fait. Et si vous l'avez remarqué, quels sont ceux qui se dopent? Ceux qui ont les moyens de se doper. Tout à fait. Parce que ceux qui sont pauvres n'ont pas les moyens de se doper. Il y a beaucoup d'hypocrisie justement dans le monde. Alors, on va parler d'autre chose. Vous avez également lutté à travers le sport contre l'apartheid. Très rapidement. Absolument. Très rapidement, parce que c'était un combat noble. Très rapidement. Vous savez, déjà en 72, si je suis entré en 72, c'est pour remplacer un Sud-Africain que j'ai réussi à mettre dehors. Quand je suis entré. Et si vous voulez, quand je suis entré au CIO, tout de suite, M. Samaranch m'a placé dans la commission de lutte contre l'apartheid dans le sport. Et nous avons lutté vraiment. Et nous avons pu arriver au résultat. Et nous avons été reçus par son Excellence Mandela. Et nous avons obtenu gain de cause dans ce qu'on voulait. Et on a éliminé l'apartheid. Comme quoi le sport aussi participe énormément. Tout à fait. Vous avez des exemples aussi récents. Exactement. Alors, durant votre carrière, durant votre parcours, vous avez croisé le chemin de pas mal de personnalités sportives. Alors, il y en a tellement. Je vous demanderai juste de me dire quelles sont celles peut-être qui vous ont marqué le plus. Vous savez, le président Samaranch a changé un petit peu la physionomie à l'époque de son élection. C'est un bonhomme que j'ai connu à l'époque quand il était au Comité international des Jeux méditerranéens, en tant qu'Espagnol. Et puis, nous étions très liés et il a fait énormément. Ses successeurs ont suivi sa politique. Le président Jacques Rogge, qui a suivi sa politique et qui a mis beaucoup de choses en place. Et le président Bach est en train de suivre aussi la même politique, le développement de l'olympisme. Des personnalités dans le sport... effectivement, m'ont marqué. Vous savez, même au plan africain, on a eu des hommes remarquables aussi. Bon, citer des noms, c'est pas évident, mais disons, dans le sport mondial, enfin, Samaranch a été quand même... celui qui vous a marqué le plus. Et je dis qu'il a formé ses successeurs et qui suivent sa politique, et ça, ils sont aussi à louer pour ce qu'ils font en faveur de l'olympisme d'une manière générale. Moi, je suis sûr que les jeunes de nos jours retiendront, parce qu'on a vu sur les images, que vous avez croisé le chemin de Zinedine Zidane, de Pelé, de Ronaldo, enfin pas le Ronaldo actuel, mais le Ronaldo d'avant, et Beckham. Et pour eux, c'est vraiment le rêve de croiser. C'est une chance. J'ai eu le grand honneur de rencontrer ces gens-là un petit peu partout, et ce sont des sportifs de très haut niveau. Très bien. Mais le sport vous a également permis de rencontrer pas mal de personnalités politiques également. Oui, beaucoup de chefs d'État. Oui, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'État, vous savez, à l'occasion, quand on organise des compétitions, etc., ou à l'occasion de préparation de jeux, quelque part. Il m'a été donné de rencontrer beaucoup de chefs d'État, effectivement, et de responsables politiques, bien sûr. Je peux également vous poser la même question. Quels sont ceux qui vous ont marqué le plus? Non, c'est difficile de faire un choix à travers ces hautes personnalités. Enfin, j'ai eu à m'entretenir avec beaucoup de chefs d'État, mais vraiment d'une manière extraordinaire. J'ai été très impressionné et j'étais fier d'entendre parler de mon pays, qu'ils connaissaient presque aussi bien que moi, pour ne pas dire dans plus de détails que moi peut-être, mais... Et vous étiez dans le rôle d'un ambassadeur, justement, de l'Algérie. Oui. Malgré vous, je voudrais dire. Moi, mais j'étais fier de l'être. Voilà, vous savez, il y a même des quotidiens, je ne raconterai pas, il y a eu des problèmes, mais... C'était l'Algérien l'Arfaoui. Et beaucoup de journalistes se plaisaient à écrire l'Algérien l'Arfaoui, président de la Fédération internationale de c'est extraordinaire. Pour moi, c'était une fierté, bien que je ne sais pas qu'il fallait. Oui, tout à fait. Mais bon, quand on peut servir son pays, pourquoi pas. Voilà. Alors, des distinctions pour vous m'excusez, mais je dirais que par moment où j'assistais par exemple à des rencontres comme ça, il y avait le drapeau algérien, le drapeau du pays que j'ai rencontré. Et voilà, donc l'Algérie était présente à travers mon drapeau.
Voilà, très bien. Alors, des distinctions pour finir, vous en avez eu pas mal. Hein, oui. Pour ne pas dire des tonnes. Oui. Quelles sont les distinctions qui vous sont le plus chères? C'est le diplôme qui m'a été décerné par l'Organisation des Nations Unies, oui, qu'on a par vu la commission à l'image pour ma participation à la lutte contre l'apartheid dans le sport. Très bien. Alors, c'est passé très vite. Hein. Moi, j'avais dit à ma réalisatrice, je lui ai dit, normalement, pour Monsieur Mustafa Al-Arfaoui, on devrait lui consacrer 2, sinon 3 émissions. Mais bon, c'est déjà une première, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Mustafa Al-Arfaoui? Vous savez, je voudrais dire d'abord aux jeunes que le sport, c'est quelque chose de sain, et je dirais que ce qu'il faudrait, au lieu de voir ces jeunes errer dans les rues, on préfère les retrouver sur des stades, sur des terrains de sport. Je crois qu'il faudrait mettre le maximum de moyens pour le développement du sport scolaire. Donc, qui dit sport scolaire dit jeunesse, etc. Et les potentialités humaines existent. Je voudrais recommander aux responsables d'aller voir un petit peu ce qui existe dans le sud du pays, où vous trouvez des gens de 2 mètres et qui courent comme des gazelles et qu'on peut utiliser pour le basket, le volley, etc., pour les sports qui existent. L'engouement pour le sport existe aussi dans le Sud, énormément. Et nous avons les moyens, matériels et humains, pour être un pays d'avant-garde en Afrique. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mustafa Al-Arfaoui. C'était non seulement un plaisir, mais vraiment un grand honneur. J'espère que les jeunes qui vont regarder cette émission pourront s'inspirer justement de vous pour aller de l'avant. Continuez à faire ce que vous faites. Avec le plus grand des plaisirs. On en a besoin. Et puis, Inch'Allah. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous dis merci encore une fois. Et moi, je vous dis que j'ai confiance en la jeunesse, Stan. Eh bien, on a tous confiance en la jeunesse algérienne. Très bien. Alors, merci encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne très rapidement rendez-vous mercredi prochain. On se quitte avec quelqu'un qu'aime beaucoup M. Mustafa Al-Arfaoui. C'est le maître Serri. Je vous dis à très bientôt. Salam. تلقي يدك لي